Salut les terriens et bienvenue. Cette semaine, dans l'espace, le monde n'a pas eu le temps de s'ennuyer une seule seconde. Aujourd'hui, nous parlerons d'énergie et plus particulièrement d'électricité, avec l'espace qui pourrait bien être la solution au challenge de la transition écologique sur Terre. Je vous rassure, je ne suis pas sponsorisé par Greenpeace. Nous reviendrons aussi sur les retours d'échantillons des Japonais avec Hayabusa 2 et de la Chine avec Chang'e 5 prévu dans les prochains jours, et nous terminerons par pas moins de 5 brèves spatiales, quand je vous dis qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer cette semaine. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on pense à l'algorithme. Allez, c'est parti, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Une solution au changement climatique sur Terre pourrait bien provenir de l'espace. Sur Terre, les changements climatiques seront probablement les plus gros challenges de notre époque, et l'homme devra, pour éviter de mettre en danger son écosystème, changer sa manière de consommer et créer de l'énergie, notamment au sujet des ressources fossiles. Les énergies vertes peuvent paraître un bon compromis, mais sont en réalité peu efficientes, ne produisent pas 100% du temps, le solaire par exemple ne fonctionne pas la nuit, et l'homme n'est pas capable de stocker efficacement de grosses quantités d'électricité. Il faut donc produire en continu, et cela nécessite alors des ressources moins durables. Une solution à ce problème énergétique pourrait cependant bien provenir de l'orbite terrestre, et comme cela a déjà été imaginé dans les romans de science-fiction, elle pourrait prendre la forme d'immenses stations solaires flottant dans l'espace, acheminant l'énergie produite jusque sur Terre. Figurez-vous qu'aujourd'hui, ces concepts ne sont pas si éloignés de ce que recherchent à reproduire nos scientifiques pour passer de l'imaginaire au réel, puisque de nombreuses organisations se lancent très sérieusement dans ces réalisations, à l'image de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui en a réalisé tout le potentiel et veut dès à présent subventionner ses projets du futur. Il y a en effet de nombreux avantages à produire de l'énergie via des centrales solaires depuis l'espace. Déjà, dans l'espace, avec la bonne orbite, la station pourra être exposée au soleil 24 heures sur 24 et ne sera pas gênée par l'atmosphère terrestre qui joue un rôle protecteur face aux rayons nocifs du soleil, mais qui dans le même temps absorbe et réfléchit aussi une partie des rayons de ce dernier, ce qui diminue la quantité d'énergie pouvant être captée par les cellules photovoltaïques sur Terre et résulte en une production d'énergie terrestre plus faible. La production d'électricité via le solaire dans l'espace pourrait alors prendre tout son sens. Mais à l'inverse, dans le vide spatial, le principal défi sera d'assembler, lancer et déployer les gigantesques structures requises pour produire suffisamment d'énergie. Une seule station solaire pourrait bien avoir besoin d'une surface de panneaux de 10 km², soit l'équivalent de 1400 terrains de football mis côte à côte. L'utilisation de matériaux très légers sera donc essentielle puisque le coût de l'envoi dans l'espace d'une telle structure serait faramineux et pour le moment impossible en un seul morceau. Une solution proposée serait alors de déployer un essaim de milliers de petits satellites capables de s'agréger et de se connecter ensemble pour former un unique générateur solaire. Les technologies actuelles sont en train d'évoluer et en 2017, des chercheurs de l'Institut de technologie de Californie ont créé des prototypes de cellules solaires modulables ultra légères pesant seulement 280 grammes par mètre carré. Il reste alors à transformer le prototype en un appareil adapté à la rigueur de l'espace. À l'université de Liverpool, la recherche se penche aussi en ce moment sur l'impression 3D de cellules photovoltaïques sur les voiles solaires, un concept utilisant le rayonnement de notre étoile comme système de propulsion dont nous parlions avec le projet LightSail 2 dans le 35e journal de l'espace, qui pourrait être ici l'opportunité de créer un appareil pouvant à la fois se mouvoir et produire de l'énergie simplement avec le soleil. Nous ne sommes donc plus si loin de pouvoir construire de véritables centrales solaires dans l'espace, dont le fonctionnement serait le suivant: produire d'énormes quantités d'électricité qui seraient ensuite transformées en ondes énergétiques, transmises depuis l'espace vers la Terre de manière ciblée en direction d'une large antenne à la surface de la planète, qui retransformerait ensuite cette énergie en électricité. Si la méthode paraît surprenante, celle-ci semble tout à fait réalisable, et même si cela ne prendra forme que dans les décennies qui viennent, des recherches sont actuellement en cours et certains pays ou agences en sont déjà aux phases expérimentales, comme la JAXA, l'agence spatiale japonaise, ou encore la NASA qui avait envoyé cet été son vaisseau secret X-37B tester une technologie similaire. La Chine annonce même vouloir disposer d'une telle station fonctionnelle pour 2050, avec son projet appelé Omega devant offrir jusqu'à 2 gigawatts à pleine puissance. En comparaison, pour atteindre cette performance sur Terre, il faudrait l'équivalent de 6 millions de panneaux solaires sur une belle journée ensoleillée. À terme, les centrales solaires spatiales pourraient bien apporter une bonne réponse face au problème d'épuisement des énergies fossiles sur notre planète et permettre une transition cette fois efficace vers une énergie solaire quasiment infinie, du moins jusqu'à ce que notre Soleil ne vienne à son tour à manquer d'énergie d'ici 5 milliards d'années tout de même.
Pour rebondir sur cet article, ces technologies très prometteuses visant à l'origine à amener de l'énergie vers la Terre pourraient aussi être utilisées à destination de la Lune, bien que notre satellite naturel n'ayant pas d'atmosphère ait déjà un avantage de plus par rapport à la Terre. Mais le temps ne jouant pas en la faveur des projets américains de colonisation de notre satellite naturel, la NASA et le département américain de l'énergie ont lancé un projet de construction de mini-centrales nucléaires devant ainsi alimenter les futures bases lunaires en électricité, avec un premier réacteur opérationnel d'ici 2026 pour les missions Artemis. Ces petits réacteurs devront être produits et assemblés sur Terre pour être transportés directement jusque la Lune et devront arriver prêts à fonctionner pour fournir 10 kW d'électricité en permanence pendant 10 ans. Cette énergie étant indispensable pour faire fonctionner tous les équipements et habitats des astronautes en continu sans risquer de mettre leur vie en danger. Comme vous vous en doutez, utiliser l'énergie nucléaire sur la Lune est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté scientifique, mais il ne faut pas oublier que cette énergie est aujourd'hui plutôt bien maîtrisée et peut tout à fait être pensée pour être envoyée fonctionnelle en un seul lancement, produit d'une quantité suffisante et régulière de courant, et continue de fonctionner même dans les cratères dépourvus de lumière, ou pendant les longues nuits sur la Lune qui durent tout de même 14 jours et où les technologies solaires auront donc leurs limites. D'ailleurs, l'énergie nucléaire a déjà été employée à plusieurs reprises dans l'espace, et sa première utilisation remonte à la mission Apollo 12 en 1969, lors de laquelle un système d'énergie électrique nucléaire avait pu résister aux importantes variations de température du vide spatial. Nos rovers partis sur Mars sont d'ailleurs équipés d'une technologie de batterie nucléaire leur permettant de fonctionner pendant de longues années, à l'image de Curiosity sur Mars depuis 2012 et qui fonctionne toujours aujourd'hui. La NASA se veut cependant rassurante sur le sujet et assure qu'un minimum de manipulation sera nécessaire sur ces petits générateurs à fission nucléaire lunaire, indiquant également qu'une fois arrivé en fin de vie, selon Anthony Calomino, responsable des technologies nucléaires à la NASA, le système s'arrêtera et les niveaux de rayonnement diminueront progressivement pour atteindre des niveaux sûrs pour l'accès et la manipulation des humains. Envoyer des hommes vivre sur la Lune reste donc un challenge à bien des égards, et la gestion du choix des énergies à employer semble alors ici aussi compliquée à résoudre que sur Terre. Parlons maintenant du retour d'Hayabusa 2 et de sa précieuse cargaison. Rappelez-vous, le 3 décembre 2014, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, avait lancé depuis le centre spatial de Tanegashima la fusée H2A avec à son bord la sonde Hayabusa 2. Cet appareil de 600 kg avait pour mission de prendre des clichés et de collecter des échantillons d'un astéroïde de catégorie C, de type carboné, baptisé Ryugu, pour ensuite les ramener sur Terre en 2020. Nous voici donc aujourd'hui 6 ans plus tard après ce décollage, et la JAXA a annoncé le 24 novembre dernier sur Twitter que le retour de la mission vers la Terre est désormais imminent, puisque la sonde devrait se poser ce week-end, le samedi 5 décembre, dans la région de Woomera, une zone désertique au sud de l'Australie. Le gouvernement australien a d'ailleurs donné son feu vert à la manœuvre, ce qui a réjoui Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS et membre de l'équipe scientifique de la mission. Le 6 décembre va être une journée mémorable car ce sera le jour de l'arrivée sur Terre des premiers échantillons d'un astéroïde carboné. On peut donc très bien imaginer les scientifiques trépignés d'impatience de pouvoir mettre les mains sur cette précieuse cargaison qui est traitée avec la plus grande précaution depuis sa collecte et a été placée dans une capsule hermétique spécialement conçue pour protéger les échantillons, puisque comme l'explique Patrick Michel, si les échantillons sont exposés à l'atmosphère terrestre, ils seront altérés par les réactions avec l'eau et l'oxygène de l'atmosphère. Il est intéressant de noter que jusqu'à présent, seule une autre mission avait apporté avec succès un échantillon d'astéroïdes lors de la mission Hayabusa 1, qui a exploré l'astéroïde Itowaka, ramenant sa collecte sur Terre en 2010. La NASA a également en cours une mission pour tenter d'élucider l'origine d'un autre astéroïde appelé Bennu avec sa sonde Osiris-Rex, dont je parlais encore de la collecte réussie il y a 2 mois dans le 53e journal de l'espace, et qui devrait faire son retour sur Terre en 2023. Il n'est à ce jour pas encore possible de savoir quelle quantité de matière a effectivement été prélevée par Hayabusa 2, mais les scientifiques espèrent que la sonde aura récupéré au moins une centaine de milligrammes de poussière de Ryugu. Rendez-vous donc ce week-end pour découvrir le résultat. En parlant de collecte d'échantillons, il convient également de parler de la très belle réussite chinoise de cette semaine, qui vient encore une fois de se poser sur la Lune ce mardi 1er décembre, avec sa sonde Chang'e 5 qui va pour la première fois depuis 1976 collecter des échantillons de roches lunaires. Le dernier échantillon en date avait été prélevé par les Russes avec leur sonde Luna 16 il y a 44 ans, et les terriens n'ont alors pas mis la main sur du régolithe lunaire depuis cette époque.
Mais avant que cela ne soit le cas avec cette fraîche collecte de la Chine, Chang'e 5 doit encore réussir à les faire revenir sur Terre après les avoir lancés en orbite lunaire et effectuer le rendez-vous avec l'orbiteur de retour. Tout un programme qui permettra à la Chine, si elle parvient jusqu'au bout de cette mission, de briller encore un peu plus et de mettre un peu la pression aux Américains sur cette nouvelle course à la Lune déjà bien engagée. Et c'est parti pour les brèves spatiales pour rester au courant de tout ce qu'il se passe dans l'espace. Dans l'actu, la semaine dernière, je vous parlais de la mise à la retraite du télescope d'Arecibo, l'installation étant jugée trop vétuste et instable pour tenter de quelconque réparation. Figurez-vous que les ingénieurs avaient vu juste, puisque cette semaine, le télescope d'Arecibo s'est complètement effondré, les câbles restants n'ayant pas pu supporter la forte tension due au poids de l'appareil de 900 tonnes tout de même. C'est donc un triste spectacle que nous pouvons observer ici, où après une chute de 140 mètres, les instruments ont déchiré ce qui formait la coupole inférieure de l'antenne, provoquant la fin du géant. Pour parler de faits plus réjouissants, dans la nuit de mardi à mercredi, c'est Arianespace qui respirait un grand coup après la réussite de son lancement et la mise en orbite du satellite militaire Falcon Eye 2 des Émirats Arabes Unis. En effet, suite à l'échec du lancement de sa fusée Vega en novembre dernier, Arianespace faisait profil bas, d'autant plus que l'an dernier, le lancement du premier satellite Falcon Eye avait échoué aussi avec l'explosion d'un autre lanceur Vega après son décollage. C'est donc ici une fusée russe Soyouz, gérée par Arianespace depuis Kourou en Guyane, qui a mis en orbite le second satellite Falcon Eye, après plusieurs reports dus à des anomalies techniques puis la météo. On imagine bien le soulagement de l'entreprise et du client après toutes ces péripéties. Dans l'actu cette semaine, on faisait aussi l'éloge de la start-up suisse ClearSpace dont je parlais dans le 44e journal de l'espace avec son projet de robot nettoyeur de l'espace. L'ESA vient de signer avec l'entreprise un contrat de 86 millions de dollars pour l'aider à réaliser sa première mission qui doit en 2025 aller attraper à l'aide de ses pinces un débris de 112 kg, appelé Vespa, en orbite autour de la Terre pour ensuite le désorbiter, c'est-à-dire le ralentir afin qu'il retombe dans l'atmosphère et soit détruit pendant la rentrée. Si cette mission venait à réussir, elle ouvrirait bien sûr la voie à de nombreuses autres pour se débarrasser des plus gros débris qui encombrent aujourd'hui l'orbite basse de notre planète. Toujours cette semaine, c'est Virgin Orbit qui sort de sa torpeur depuis l'échec du vol test de sa petite fusée Launcher One, qui pour rappel n'est pas tirée depuis le sol comme ses congénères, mais larguée à haute altitude par un avion Boeing 737 modifié, à la manière d'un missile pour ensuite monter jusqu'en orbite. Cette technique ayant l'avantage de franchir les premiers kilomètres de l'atmosphère, ce qui oppose le plus de résistance à l'appareil, sans consommer le carburant de la fusée. Virgin Orbit annonce donc le deuxième vol de sa fusée Launcher One pour le week-end du 19 décembre, soit juste avant Noël, et transportera pour l'occasion quelques charges utiles pour la NASA. On leur souhaite un plus franc succès que la dernière fois où la fusée avait eu un problème à l'allumage et s'était alors écrasée juste après son largage. Enfin, pour terminer ce journal, au moment où j'écris cet article, et à moins d'un retournement de dernière minute, cette semaine nous n'avons toujours pas pu assister à l'événement tant attendu du vol du Starship SN8, plus qu'imminent puisque prévu à l'origine lundi dernier, puis décalé au milieu de semaine pour finalement glisser en début de semaine prochaine, avec 3 dates qui viennent de s'ouvrir les 7, 8 ou 9 décembre prochains. Le suspense est à son comble, et ici, avec le journal de l'espace, je trépigne d'impatience de pouvoir vous présenter ce superbe spectacle. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis preneur de toutes vos remarques. Pour soutenir le journal de l'espace, c'est par ici, merci pour votre soutien, ça m'aide énormément. Sur ce, les terriens, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures spatiales.